Une pour toutes et toutes pour une, l'émission qui s'intéresse à la vie des femmes. Animée par Caroline Kahn, Fabienne Prost et la frivolante Jupette. Adichat à tous. Bonsoir à tous pour cette nouvelle émission de Une pour toutes, la 8e. Cette émission est placée sous le signe de l'ambivalence, du trouble, de personnages et concepts autant décriés que défendus. J'ai nommé la figure de la sorcière et ce courant spirituel appelé le féminin sacré. Caroline, tu vas commencer en nous présentant un ouvrage et c'est lequel ? Alors cet ouvrage, il s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, écrit par Mona Chollet. Jupette sera avec nous, mais à travers des audios, dont la minute légèrement grave. Au menu, nous avons aussi un reportage musical sur un collectif de musiciennes, musique voyageuse, basé à Perpignan, et qui fait des petits à Montpellier et Toulouse. C'était donc à Toulouse que je suis allée les rencontrer. Jupette nous a concocté aussi un agenda d'été de compétition pour tous ceux et celles qui ne partent pas en vacances. Et vous retrouverez ensuite un épisode des héroïnes ordinaires de plus de 50 ans après l'émission. Et tout de suite, Caroline. Merci Fabienne. Alors, on a décidé de parler de sorcières et pour ce faire, on va balayer, et là Fabienne tu entends mon jeu de mots, balai, l'image du balai, on va balayer un livre qui en parle, ça s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Ce livre il est sorti en 2018, il a connu un franc succès en librairie. Alors, qui est l'autrice ? Oui. Elle est journaliste au Monde diplomatique, essayiste, et elle s'est penchée sur des sujets directement féminins et féministes. Alors je citerai simplement, par exemple, un de ses essais qui s'appelle Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Et elle a reçu, là, en 2022, le prix européen de l'essai pour un essai qui s'appelle Réinventer l'amour. Donc ce livre, c'est un livre qui s'intéresse à cette figure mythique qui traverse les époques, la sorcière. Deux choses à la vue de ce sous-titre, donc la sorcière, la puissance invaincue des femmes. Sorcières et femmes sont juxtaposées. Il y a un peu l'idée d'équivalence. Les sorcières, ce sont des femmes et les femmes des sorcières. Les deux sens sont permis. Et puis, cette puissance invaincue, donc il est question de puissance, d'une forme de bataille toujours actuelle avec la tribu invaincue. Donc Chollet, elle va creuser cette idée de la sorcière à partir des travaux d'historiens qui concerne les chasses aux sorcières qui ont surtout été très fortes au XVIe et au XVIIe siècle. Et elle va se pencher sur ce qui est plus proche de nous, les signes, les productions, les discours qui actualisent aujourd'hui la figure de la sorcière. Chollet, elle veut, je cite, « explorer la postérité des chasses aux sorcières en Europe et aux États-Unis. Ces chasses ont à la fois traduit et amplifié les préjugés à l'égard des femmes. Elles ont réprimé certains comportements, certaines manières d'être. Et je cite toujours, « Nous avons hérité de ces représentations forgées et perpétuées au fil des siècles. Ces images négatives continuent à produire au mieux de la censure ou de l'autocensure, au pire de l'hostilité, voire de la violence. » Fermez les guillemets. Alors, de quoi les chasses aux sorcières sont-elles le nom ? Et quels sont ces préjugés à l'égard des femmes qui sont restés et ont perduré après ces massacres ? Alors, il y a 4 chapitres pour décortiquer les grandes attaques qui ont été faites aux femmes et qui ont été véhiculées à travers les chasses aux sorcières. Alors, premier point, ces chasses aux sorcières, elles se sont portées contre les velléités d'indépendance féminine. En fait, les accusées de sorcellerie, elles étaient très largement des célibataires et des veuves qui n'étaient pas subordonnées à un homme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième chapitre, il va être consacré à montrer que les sorcières, c'était un peu l'incarnation de l'anti-mère. Les chasses, elles ont commencé à des moments où on a criminalisé la contraception et l'avortement. Les sorcières, c'était des guérisseuses. Elles étaient autant sages-femmes que recours pour interrompre une grossesse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les chasses aux sorcières, elles sont aussi le nom de l'attaque faite à la vieille femme. En fait, la sorcière, elle est vieille, et on verra que les représentations au repoussoir de la vieille, qui est misérable, jouent un rôle à un moment où l'économie, elle se transforme et la situation des femmes devient plus précaire.
Et enfin, dernier chapitre que travaille Mona Chollet, c'est que en fait parler des sorcières, c'est aussi associer les femmes à l'irrationnel, à la nature qu'il faut dominer. En fait, les persécutions contre les femmes et les procès en sorcellerie, ils annoncent les changements qui accompagnent l'arrivée du capitalisme, c'est-à-dire que la nature, elle est mise en coupe, la science va acquérir un nouveau statut et le féminin, il va être associé à la nature, à l'irrationnel. Voilà. D'accord. Alors, ces chasses aux sorcières, on en sait quoi? Donc elles ont commencé en Europe vers 1400, mais elles se sont amplifiées surtout à partir de 1560 et jusqu'au XVIIe. L'Inquisition, c'est un peu ce qu'on n'imagine pas, mais elle a très peu sévi en fait. C'est surtout des cours civiles, donc qui ne sont pas religieuses, qui ont condamné des femmes pour sorcellerie. Les chiffres ne sont pas très précis. Il y a entre 50 et 100 000 victimes, mais bon, c'est très compliqué de chiffrer. On ne compte pas les lynchages, les suicides, les personnes mortes en prison. Alors, que reprochait-on aux femmes accusées de sorcellerie ? Eh bien, on leur reprochait le vol de nuit pour se rendre au sabbat. Le sabbat, c'est une assemblée nocturne de sorcières et on les imaginait, par exemple, copuler avec le diable et faire tout un tas d'horreurs, manger des enfants, par exemple. Voilà. Alors, on trouve la première représentation d'une femme qui vole sur un balai en 1441 dans un manuscrit, sur le bas d'un manuscrit. Avec l'imprimerie, on a une diffusion sans précédent de ces discours de sorcières. Le marteau des sorcières de Jacob Sprenger va être publié en 1487 à 30 000 exemplaires dans toute l'Europe, ce qui est énorme vu que c'est les débuts de l'imprimerie. Et ça va entretenir une espèce d'hallucination collective. Alors, il faut être clair, c'est pas les nombreux historiens qui ont travaillé sur les périodes du Moyen-Âge et puis de la Renaissance qui vont vraiment aider à analyser finement ce qu'étaient les chasses aux sorcières. En fait, ces chasses de sorcières, ce sont des actes de misogynie qui ne disent pas leur nom. Oui. Et on n'en a pas beaucoup parlé dans l'histoire. La diabolisation des femmes, elle est au cœur de ces chasses et leur cible s'avère être des femmes de conditions modestes, pas vraiment les femmes des conditions des classes supérieures, nous dit Chollet. Il y aura des hommes qui vont être accusés de sorcellerie, oui, mais par association, surtout avec des femmes, dans des proportions bien, bien moindres. Alors pourquoi ces persécutions et ces crimes de masse font-ils sourire ? Pourquoi les historiens ont-ils longtemps fait preuve de légèreté ? Ont-ils blâmé, je cite, ces pauvres femmes ? Nous demande Mona Chollet. Eh bien, ce n'est pas nouveau, mais la tendance, elle est enracinée de rendre responsables les femmes de la violence subie. Et c'était vraiment des actes de torture qui ont été perpétrés, des choses vraiment horribles. Par exemple, c'est juste un exemple, mais on dénudait et on piquait les femmes pour essayer de trouver la marque du diable à l'extérieur et à l'intérieur de leur corps. Autre torture, on les jetait à l'eau. Si elles se noyaient, elles étaient innocentes. Et puis si elles flottaient, il fallait alors les condamner car elles étaient sorcières. Donc la sorcière, c'est l'incarnation de la femme affranchie de toutes les dominations. Et ce déchaînement de violence, représenté par les chasses aux sorcières, nous dit Chollet, il est né d'une peur devant la place grandissante que les femmes occupaient dans l'espace social. Alors aujourd'hui, il y a des féministes qui reprennent la figure de la sorcière, qui revendiquent par défi cette puissance terrifiante que leur prêtaient les juges à la Renaissance. Par exemple, en 1968, le jour d'Halloween, il y a un mouvement qui surgit, qui s'appelle le mouvement Witch, pour Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Donc voilà, ça c'est aux États-Unis. On a par exemple en 1976 la revue Sorcière qui est fondée en France. Et puis par exemple en 1979 aussi paraît le premier livre de Starhawk, qui est une Californienne qui se déclare sorcière du mouvement Wiccan et qui va participer à des manifestations, notamment altermondialistes. Tu peux dire ce que c'est le mouvement Wiccan ? Alors c'est un mouvement religieux qui va en fait incrémenter pas mal de courants de pensée. On en parlera peut-être un petit peu plus précisément dans notre deuxième sujet. Tout ça est relié de toute façon. D'accord. Et alors voilà un peu les éléments, les événements, les résurgences de sorcières qui ont été
qui ont été réalisés et qui pour essayer de réaffirmer cette figure de la sorcière. Il y a aujourd'hui plein d'exemples de réaffirmation de la sorcière, par exemple à travers la revendication d'un discours féministe et politique, comme aussi par l'appel à la spiritualité. Et puis, la sorcière, c'est aussi quelque chose qui se développe, qu'on retrouve dans le développement personnel et puis dans le marketing aussi, qui s'engouffre un peu dans la brèche. On en parlera aussi tout à l'heure. Alors, de quoi les sorcières sont-elles le nom ? Alors ça, c'est vraiment la question centrale que se pose Mona Chollet. Et dans son premier chapitre, alors elle y répond notamment, donc elle y répond en disant que les sorcières sont l'autre nom des femmes indépendantes, affranchies de tout homme. L'histoire de la sorcellerie, c'est l'histoire de l'autonomie. Et nous rappelle Mona Chollet, il n'y a pas de pouvoir exercé lorsque les gens sont autonomes. Alors prenons la fiction du vol nocturne de la sorcière. Donc ça, c'est l'exemple en fait de la désertion de la couche conjugale. En fait, la femme, elle trompe la vigilance de l'homme qui est endormi pour enfourcher son balai et partir au sabbat. Ça, c'est la fiction, l'histoire qu'on se raconte. Et ça, c'est l'illustration en fait de la liberté d'aller et venir sans la permission du mari, quand on y pense. Le bâton, c'est un ersatz, c'est une émanation en fait du membre viril du sexe en fait de l'homme, et la femme, elle transgresse son sexe pour se donner celui d'un homme. La femme, elle s'arroge en fait le mouvement qui est l'apanage du masculin. Donc la sorcière, elle est le seul archétype féminin, nous dit Chollet, qui détient un pouvoir par elle-même. Elle ne se définit par personne d'autre. Elle n'est pas mère, sœur, fille. Elle est vraiment seule et elle ne se définit par personne. Et ces valeurs-là, elles vont à contre-courant de siècles d'éducation des filles, en fait, qui sont poussées à considérer le couple et la famille comme essentiels à leur accomplissement personnel et à rechercher la sécurité affective, car elles seraient plus fragiles et plus démunies que les hommes. Et puis les qualités dites féminines, elles sont à l'opposé de celles qu'on dit masculines, et ces qualités féminines, elles sont destinées à se projeter, à se fondre dans l'autre. La solitude, c'est considéré comme un fléau par les sociétés et qu'on a essayé de véhiculer tout au long des époques, en fait. Et même si les hommes en souffrent, c'est sur les femmes que la solitude pèserait davantage. La femme avec des chats, la femme à chat, c'est l'incarnation un peu de la célibataire dont le félin est censé combler les manques affectifs. C'est un relent de l'image de la sorcière, car le chat, il est traditionnellement appelé l'esprit familier, c'est-à-dire une entité en fait surnaturelle qui assiste la sorcière dans sa pratique magique et peut changer d'apparence. Et puis au XXe siècle, après les avancées féministes notamment, on entend encore cette ritournelle dans les médias de la femme célibataire qui, devenue seule en fait, en devient malheureuse comme les pierres. Donc comme tu disais, on trouve des titres dans les journaux français par exemple. Quand on appelle la liberté et la solitude, la France des femmes seules, quand je rentre, personne ne m'attend. Et voilà, il y a des articles qui sont titrés comme ça. C'est parlant. Il y a aussi un film qui dépeint une célibataire démoniaque dans les années 80 qui a un grand succès. Ce film, c'est Liaison fatale et c'est le personnage que joue Glenn Close. En fait, elle est inquiétante, son personnage est inquiétant, pathétique. Il harcèle Michael Douglas pour tenter de le séduire et va jusqu'à tuer le lapin de la fille de Michael Douglas et elle va jusqu'à le faire bouillir dans une marmite. Donc c'est vraiment toute l'imagerie de la sorcière. Donc les chasses aux sorcières, c'est l'imposition par la violence d'un modèle promis aux femmes qui les enchaîne à leur rôle reproductif et de ce fait délégitimise leur participation au monde du travail. Ça, c'est important. Les femmes soignantes, elles sont chassées en Europe et plus tard aux États-Unis au profit d'un monopole masculin sur la médecine. Et quand elles seront autorisées à revenir, ce sera le cas pour être infirmières, par exemple, et plus généralement pour assister, servir les hommes dans leur activité. Donc on en revient toujours à ce don de soi. C'est l'idée, l'objectif de réussir sa vie de famille qui est ce qu'on impose un peu à la femme. La maternité, elle pénalise elle pénalise les femmes dans leur ascension professionnelle, mais la paternité, elle ne nuit pas aux hommes.
Alors, parlons maintenant de la sorcière, hein, qui est sorcière parce qu'elle déteste les enfants. C'est un peu la figure de l'antimère. Oui, ça c'est le deuxième point qui est raccroché à la sorcière, hein, c'est la femme qui n'aime pas les enfants et qui n'est pas mère en fait. Et la chasse aux sorcières, les chasses aux sorcières, elles ont commencé quand le pouvoir politique il s'est montré de plus en plus obsédé par la contraception, par l'avortement, par l'infanticide. Donc il faut se remettre à l'époque où apparaît la sorcière. C'est très très violent socialement. Ça, on en a l'analyse par Jules Michelet qui a écrit sur les sorcières, l'historien. Et il y a un désir de stérilité qui est très fort dans les familles pauvres, hein, les familles de serfs, de paysans, qui sont aux ordres des seigneurs. Donc les seigneurs et le clergé, eux, par contre, ils veulent augmenter le nombre de leurs serfs. Et donc pour limiter les naissances, eh bien, ce sont des guérisseuses qui s'en chargent et eh bien, elles vont être pour ça, elles vont être férocement pourchassées. Et on construit donc l'image d'une créature de la sorcière qui hait les enfants et qui les mange même. Donc le natalisme, c'est une affaire de pouvoir qui structure les sociétés. Refuser la maternité, c'est être associé à un imaginaire collectif qui veut qu'on déteste peut-être un petit peu les enfants. Et ça, c'est comme les sorcières. Mona Chollet, qui n'a pas d'enfant, elle s'interroge justement sur cette injonction à la procréation. Une existence dépourvue d'enfants autorise, je cite Chollet, à redonner du jeu à sa condition. C'est une orgie de temps à soi et de liberté, l'intuition que des choses intéressantes commencent là où d'ordinaire on juge raisonnable de les arrêter. Voilà comment on pourrait voir finalement le fait de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est rarement la façon dont on voit les choses. Et puis Mona Chollet poursuit, un désir ou un non-désir d'enfant, ça peut être soutenu exactement pour les mêmes raisons. Hein, le désir de jouer un rôle, de trouver son identité, de créer une intimité avec quelqu'un, la quête de plaisir ou d'immortalité, ça conduit ou ça ne conduit pas à avoir des enfants. Ce que nous dit aussi Mona Chollet, c'est que les enfants, ce sont la manifestation la plus évidente du passage sur Terre de la plupart d'entre nous, la seule que nous soyons entraînés à repérer. Et je trouve ça assez drôle, cette formule-là, et assez juste. Et la nature, c'est un argument dont habituellement on se méfie pour beaucoup de sujets, mais là ça continue d'être avancé pour enjoindre les femmes à procréer. La maternité, elle est toujours vue comme la réalisation d'une identité profonde, alors que la paternité, c'est surtout une fonction sociale. Et puis si l'on ne remet pas en doute la bonne foi des femmes qui sont volontairement sans enfants, eh bien on leur cherche des maternités de substitution. Toujours il y a le besoin de maternité. Et on va employer des formules, des images comme de dire une professeure, c'est un peu une mère pour ses élèves, un livre, une œuvre, c'est un peu un bébé pour une écrivaine, pour une musicienne. Voilà, donc la maternité, elle est partout et il y a toujours de l'étrange et du dangereux devant la femme qui crée autre chose qu'un enfant. Regretter explicitement la maternité, sa vie de mère, même si on aime ses enfants, ça reste le tabou suprême. Donc un autre tabou, une autre caractéristique de la sorcière qui imprègne tous les imaginaires quand on pense aux femmes, c'est la vieillesse des femmes que l'on cache, c'est ça ? Eh oui, les vieilles femmes, oui, tout à fait, la vieillesse. Les femmes, elles vivent, nous dit Chollet, dans la hantise de la péremption. Elles sont toujours déjà vieilles pour la société. Et cela, c'est lié pour une bonne part à leur capacité à enfanter, mais c'est aussi l'apparence physique qui pèse davantage sur la femme que sur l'homme. Les hommes, un petit chiffre comme ça, mais ils sont davantage autorisés à vieillir. Par exemple, Mona Chollet reporte un chiffre, les stars féminines, elles voient leur salaire augmenter jusqu'à 34 ans, puis baisser, ça c'est à Hollywood je crois, quand leurs partenaires masculins, leur salaire atteignent leur maximum à 51 ans, et ensuite ça se stabilise. Donc voilà, à la femme, toujours son capital corporel, à savoir la beauté, la fécondité, et à l'homme, son pouvoir économique et social. Et derrière l'apparence physique qui pèse sur la femme, il y a bien sûr des qualités morales qui sont liées à l'âge, qu'on prône. On imagine que être jeune, ce sont des qualités de fraîcheur, d'ingénuité, d'inoffensivité qui sont du côté de la jeune femme. L'assurance, l'affirmation de ses désirs, de ses opinions, ce qu'on acquiert plus tard, eh bien ça fait vite passer une femme pour une harpie, une mégère, souligne Chollet.
Donc il faut certainement voir ces attentes-là, ces attentes d'ingénuité, de fraîcheur, tout ça, derrière les couples qui montrent une grande différence d'âge. Et très majoritairement, ce sont les hommes qui sont plus âgés que leurs conjointes. Et là, il y a un rapport qu'on peut vraiment trouver être totalement inégal. Et donc la sorcière là-dedans, c'est celle qui perd sa fécondité, c'est celle qui perd sa séduction et son rôle de pourvoyeuse de soins. Et dans les faits, les chasses aux sorcières, elles ont concerné particulièrement des femmes âgées qui n'étaient plus soumises aux injonctions et qui, face aux pasteurs, aux juges, elles répondaient. Elles avaient cette insolence, ce qu'on appelle une insolence, quand elles étaient juste affirmées. L'insolence féminine, nous dit Chollet, elle était punie de la bride de la ménagère ou ce qu'on appelait aussi la bride de la sorcière, c'est-à-dire un dispositif métallique qui enserre la tête, qui est muni de pics et qui transperce la langue au moindre mouvement. Quelle horreur. Donc c'est complètement horrible et c'est une histoire tragique que celle des sorcières. Donc la vieille femme, elle fait peur parce que les sociétés, elles veulent de la femme qu'elle assure un rôle principalement procréatif. Et de ce fait, parce que la vieille femme fait peur, on censure tous les signes de l'évolution des femmes et on disqualifie l'expérience des femmes. Les cheveux blancs, c'est un autre exemple, c'est un signe d'évolution parmi d'autres. Et ça, c'est révélateur. La femme qui arbore des cheveux blancs dans notre société, elle est taxée de négligée. Il faut cacher le plus possible, l'éteindre, dompter, raccourcir tout ça. Et ça convoque immédiatement dans l'imaginaire collectif la sorcière en harde. Voilà, mais finalement, la question que pose Chollet, c'est la négligence. Est-ce qu'elle n'est pas plutôt un signe d'affranchissement et d'incontrôlable pour la société ? Alors, qu'ont laissé les chasses aux sorcières dans nos sociétés ? De quel autre préjugés et représentations avons-nous hérité sur les femmes ? Alors, la dépendance des femmes instaurée à l'égard des hommes, on l'a vu, la procréation pour fonction essentielle, leur mise à l'écart quand elles vieillissent, et troisième grand préjugé qui hérite, qui retombe sur les femmes, c'est la place symbolique de la femme qui est transformée également avec la montée du capitalisme. En fait, la science, elle devient toute puissante et elle va mettre en couple la nature. Et la femme, elle est rangée du côté de la nature, du corps, de l'irrationnel. À la Renaissance, les activités humaines, elles s'intensifient et ça altère la physionomie de la terre. Il y a une extraction du bois, du métal, et tout ça, ça change les modalités en profondeur. Et c'est plus une relation directe, organique, qui fait l'expérience humaine, nous dit Mona Chollet, mais c'est une relation médiée par la machine. D'accord. On entre dans une ère nouvelle à la Renaissance, où en fait, c'est un modèle de connaissance qui se revendique masculin. Le masculin, il est associé à une connaissance du monde plus propre, plus objective, plus disciplinée. Il y a le savant Francis Bacon qui proclame notamment une naissance masculine du temps. La naissance, c'est pas une essence, c'est N-A-I, une naissance masculine du temps. Le corps, il est pensé comme séparé de l'âme, également à cette époque-là, et Descartes, c'est un des philosophes qui soutient cette dualité. Et la nature, elle n'est plus vue comme maternelle, comme nourricière, elle est désormais désordonnée, sauvage, comme les femmes. Et la sorcière, c'est un peu le symbole de la violence de la nature, qui déchaîne les orages, détruit les récoltes, tue les enfants. La femme comme la sorcière et la nature, elle doit être placée sous contrôle. D'accord. Et on l'a vu avec les sorcières qui étaient des guérisseuses et qui pouvaient aider à accoucher ou à avorter, les femmes, après ces chasses aux sorcières, et en parallèle du développement de la science moderne, qui est masculine, froide, détachée, eh bien, les femmes, elles sont radicalement laissées hors du champ du médical aussi. Elles sont désormais le médical, il est laissé aux mains des hommes. Ces hommes, ouais. La gynécologie, qui est une discipline qui a tout à voir avec les femmes, eh bien, elle est sous la coupe des médecins hommes qui, d'ailleurs, ce qui est drôle, donnent leur nom à toute l'anatomie génitale féminine. Donc, et l'obstétrique, l'obstétrique n'est pas en reste non plus, et elle a une longue histoire de violence qui est infligée aux femmes aussi. Donc le corps, il rappelle l'animalité de l'être humain, la nature humaine, elle est corrompue par ce corps et les émotions, elles doivent être bannies. Mais, nous dit Chollet, il est illusoire de prétendre à une rationalité pure, débarrassée de tout affect.
Et rappelons-le, hein, comme les scientifiques, les historiens, ils sont restés prisonniers dans ce cadre de pensée d'un monde rationnel masculin. Et ça explique le traitement léger, minoré concernant le sujet des chasses aux sorcières. Alors pour remettre du corps de la nature, on a vu émerger dans les années 80 un courant féministe appelé l'écoféminisme. Et c'est quoi alors? Alors l'idée c'est de se réapproprier son corps, de le célébrer, le questionner le rapport guerrier à la nature. Le féminin sacré, le culte de la déesse, ce sont des exemples d'écoféminisme. Et alors, il y a un risque d'essentialisme, on va le voir plus tard, mais c'est-à-dire de ramener encore et toujours la femme à son corps. Mais il faut aussi lire les textes écoféministes comme des actes de guérison et d'émancipation, nous dit Mona Chollet, des tentatives de réparation culturelle face à des siècles de dénigrement des femmes. Puiser ses ressources en soi au lieu de s'en remettre à des figures masculines légitimes et providentielles. Voilà, c'est un petit peu ce que ce livre il nous apprend sur les sorcières et sur ce que ça a laissé de traces dans nos sociétés, dans les mentalités. Ouais. On verra aujourd'hui un peu les sorcières sous un jour nouveau, je l'espère. Alors je rappelle l'essai qui est très documenté, très riche. Il s'appelle Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Eh ben, c'est un livre qu'il faut se procurer tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Occitanie, vous avez écouté Night Air de Jamie Won. La Minute Jupette, légèrement grave. Bonjour Jupette. Bonjour Fabienne. Alors cette fois-ci, je me suis intéressée au ballet de la sorcière, puisque nous sommes dans une émission sur les sorcières. Et il me semble qu'il y a peut-être des choses
à creuser sur ce ballet, oui, le ballet de la sorcière. Et oui, ce ballet que j'aurais aimé fréquenter, tellement il est magique et source d'émancipation. Mhm. Selon cette dame dont on a parlé déjà avec Caroline Mona-Cholet, le ballet de la sorcière, eh bien, c'est un symbole phallique. J'ai interrogé un certain nombre de personnes. Tout de suite, ils me disent, ah oui, le ballet de la sorcière, avec la sorcière, ils font des trucs dans les airs, elle s'éclate. Bon, alors moi, je me suis dit, on va parler du ballet de la sorcière, et c'est le ballet de la sorcière. Mhm. Alors, je ne vais pas parler trop fort, au cas où il m'entendrait et risquerait d'être vexé un petit peu. Le ballet de la sorcière, c'est-à-dire qu'il appartient à la sorcière. Mhm. Il a ses pouvoirs magiques, elle s'en attribue tout le mérite. C'est pas D'accord. très drôle pour lui. C'est Ça, c'est toujours sûr. le même ballet, tu vois, le petit ballet en bois avec sa queue de crin, là. Bon, Mhm. d'accord, la sorcière, elle vibre. Mais lui, je me demande s'il ne serait pas atteint d'une petite nostalgie parasthésique. C'est quoi ça? Eh bien, la nostalgie parasthésique, ce serait comme un petit gratouillis du dos. Il y a des Mhm. compressions nerveuses, tu vois, près des Ah ouais. vertèbres. Alors, Ah ouais, je vois. tu vois, Mhm. il aurait envie de devenir peut-être un petit peu plus souple et d'envoyer balader la sorcière, ce Eh oui. qu'il ne peut pas faire. Et alors, est-ce qu'il aurait une voix comment ce ballet? Qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là? Ce ballet, il chanterait peut-être à la sorcière. Écoute, sorcière, pendant des années, tu t'es fait chevaucher. Et maintenant, tu me chevauches, mais changeons de position, je te prie. Quelle monotonie. Alors peut-être un baryton léger, tu vois, puisqu'il est quand même léger comme moyen de transport. D'accord. Et là, on peut quand même lui reconnaître ses qualités écologiques, même s'il est un peu tradition, tu vois. C'est vrai. Pas pêche-chasse et tradition, mais il est un petit peu tradition. Et quant à la sorcière, donc là, il appartient à la sorcière. Ça me gêne quand même, être juste le ballet de la sorcière. On a été la femme de, le mari de, le mari de la sorcière, c'est le ballet. Alors, il y en a jusque-là, le ballet, tu vois. Et quant à la sorcière, est-ce qu'elle peut pas être juste sorcière sans son ballet? Alors, Ah, c'est vrai. il y en a eu. Mhm. Il y en a eu. Et moi, je crois qu'elles ont besoin de rien pour être des sorcières. Mhm. Donc, moi, le sorcière, il dit je m'envole, adieu, sorcière. Et ça, il trouverait enfin la guérison de sa fameuse nostalgie parasthésique. Et qui sait, il se transformerait en oiseau. Ah oui. Et quant à la sorcière, elle pourrait voler seule. Mhm. Il y en a qui ont volé seuls, et alors là, elle chanterait gaiement ballet, ballet beau, beau ballet, oust, du ballet. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Et voici le reportage que j'ai réalisé le samedi 6 juillet au Rincon Chileno à Toulouse, autour d'un collectif de musiciennes amatrices dans le bon sens du terme, les voyageuses. Clara, tu es à l'initiative de la soirée de ce soir et qui met en valeur une dizaine de chanteuses, plutôt auteurs-compositrices. Et nous sommes au Rincon Chileno, un petit restaurant avec une cave très sympathique. Oui, bonjour Fabienne et bonjour à tous. Je suis à l'initiative de la soirée de ce soir, c'est-à-dire de l'organisation du concert de musique voyageuse des femmes musiciennes. Mais par contre, c'est à l'origine, c'est un collectif, musique voyageuse, des femmes dans la musique, qui a été créé par Nikki Gonzalez. Nikki Gonzalez, qui est chilienne et qui est arrivée en France à Perpignan, où elle a créé une émulation là-bas, en fait, avec aujourd'hui, actuellement, à Perpignan, il y a plus de 20 femmes qui chantent régulièrement. Et le principe, c'est de laisser la place aux femmes sur scène pour qu'elles l'apprennent, sans que ce soit féministe, etc. Donc ce soir, il y a des hommes qui accompagnent les femmes qui chantent, par exemple. C'est pas interdit strictement aux hommes. Et par ailleurs, c'est principalement des auteurs-compositrices, mais en fait, ça peut être vraiment tout support, c'est pour s'exprimer, laisser la place aux femmes de s'exprimer, d'être vues, entendues, quel que soit le support. En fait, il y a déjà eu sur des événements à Montpellier où il y a Nikki, il y a eu de la danse, il y a eu de la poésie. Voilà, c'est vraiment très varié. Donc c'est pas que du chant en fait. Non, même si ça tend à... en tout cas, au Rincon Chileno, il y a eu cet événement que Nikki avait organisé l'an dernier, où c'était principalement du chant.
Et voilà, on garde ce format. Donc Florence, tu vas participer aussi à Musique Voyageuse et tu viens de Perpignan. Et donc tu sais un peu plus ce que c'est que Musique Voyageuse, quand cette association a démarré, et quels objectifs? Alors moi, en fait, j'ai commencé à Musique Voyageuse en juillet, le 8 juillet, pour être plus précise, 2022. C'est la première fois que je chantais avec Musique Voyageuse, mais elle existait déjà depuis le premier concert le 8 mars. C'était symbolique, 8 mars, puisque c'est la journée de la femme. Et c'est un collectif qui a été amené en France par une jeune chilienne, professeure d'espagnol, Niki Gonzalez, qui a été mutée à Perpignan et qui a rencontré rapidement beaucoup de femmes. Et elle a voulu continuer le projet de la grande Violeta Parra, qui avait inventé ça. Le concept étant de permettre à toute femme parfaitement profane, amatrice, de se produire sur scène pour que ce soit de la musique, de la chanson, de la danse, de la poésie. Et ça s'appelait Musique Voyageuse. Donc, quand je suis arrivée, on a fait un grand concert à Perpignan, à la Casa Musicale, qui est un lieu de concert connu de tous les Perpignanais. Et puis, c'était juste avant les vacances. Donc, ça a été une grande réussite. Et ensuite, nous avons continué à essayer de faire tous les 8 de chaque mois. Bon, pas en été, hein. Et puis, à la rentrée suivante, en septembre 2023, Niki a été mutée à Montpellier. Donc, elle a continué ça à Montpellier. Elle a créé Musique Voyageuse Montpellier. Mais elle nous a dit, continuez les Perpignanaises, vous êtes sur la bonne voie. Et donc, si vous faites un concert où je ne suis pas moi, vous avez le droit de vous appeler les Voyageuses et non pas Musique Voyageuse. Donc, depuis, notre entité, les Voyageuses, eh bien, a fait beaucoup de concerts. Elle s'est agrandie. Nous avons beaucoup de nouvelles chanteuses et quelques musiciennes. Et bien, c'est une affaire qui roule. Là, on a joué encore pour la fête de la musique le mois dernier. On vient ici à Toulouse parce qu'on est déjà venu l'année dernière. On s'est tellement régalé que j'ai demandé à Clara si on pouvait pas faire un autre concert au Rincon. Et puis là, il va y avoir les vacances et on n'a rien pour le moment pour la rentrée, mais je sais que des dates vont arriver, ça c'est sûr. Vous avez des lieux spéciaux qui vous reçoivent? Enfin, comment vous les trouvez ces dates? Alors, on avait un lieu à Perpignan qui s'appelait l'Atmosphère. Et là, il nous prenait quand on voulait, hein, on pouvait y aller. Maintenant, ce lieu a fermé, c'est la conjoncture. Mais là, comment on s'y prend? C'est que dès que l'une d'entre nous a une opportunité, moi j'en ai eu beaucoup, puisque je connais beaucoup de monde à Perpignan. Notamment, il y a eu le théâtre de la Complicité dont je faisais partie. Ils nous ont reçus 3 fois ou 4 fois. Il y a une autre association culturelle qui s'appelle l'Entrepôt. Il y a une belle salle avec une belle estrade. On y est allé aussi une fois. Et puis, de temps en temps, il y en a d'autres qui ont des opportunités dans des salles. C'est sporadique, mais bon, c'est toujours des bons souvenirs. Et vous êtes combien alors dans ce collectif à Perpignan? À Perpignan, on a été jusqu'à plus de 100, hein, 110, mais c'est jamais 110 en même temps. Là, maintenant, on est entre 10 entre 10 et 20 à chaque fois, quoi. Hein. Donc, mais là, les derniers temps, on était moins nombreuses parce que d'autres sont passés au niveau professionnel et en agenda beaucoup plus chargé. Et donc, vous êtes autrice, compositrice? Oui, alors moi, oui, c'est vrai, j'ai un répertoire assez large. J'aime beaucoup composer. J'ai fait beaucoup de reprises aussi. Maintenant, j'essaie de me concentrer surtout sur mes compositions. Mon répertoire, mon style, j'ai pas vraiment de style. Hein. Je peux faire du jazz blues comme je peux faire du Véronique Sanson ou du Marie-Paul Bell, du style hein, dans mes compositions. Je m'accompagne avec un piano, c'est mon instrument principal, mais je joue aussi de la guitare et de l'harmonica. Alors, l'harmonica et guitare en même temps, ou harmonica et piano en même temps, et le chant, voilà. L'objectif étant de faire un partage fructueux et passer une bonne soirée tous ensemble, quoi. C'est tout simplement. Est-ce qu'il y a des duos, des trios?
Ça arrive. Alors nous avons justement dans notre groupe des voyageuses à Perpignan un trio en particulier qui est vraiment fantastique, qui s'appelle Namasté. Et donc c'est un trio qui fait surtout des belles harmonies, beaucoup de a cappella en harmonie. Même a cappella, c'est très beau. Et est-ce que la musique a une grande place dans votre vie? Est-ce que c'était votre métier ou pas du tout? C'est pas du tout mon métier, mais depuis l'âge de 4 ans que j'ai découvert l'harmonica de mon père et que je lui ai piqué son harmonica, que j'ai réalisé que je pouvais jouer au moins au clair de la lune, le béaba, et d'autres. Mon père était auvergnat, il jouait la bourrée en Auvergne. Et mes grands-parents, quand ils ont vu ça, ils ont dit « mais cette petite est douée pour la musique, on va lui acheter un piano ». Ils m'ont acheté un piano pour mes 10 ans. Et ce n'est qu'à l'adolescence, chez les Boy Scouts, que j'ai découvert la guitare. Voilà. Mais c'est sûr que la musique fait partie de ma vie. Elle est au quotidien dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je joue tous les jours du piano, mais mon piano est là. Il vient me donner du peps quand j'ai envie, ou me consoler quand je suis triste. C'est vraiment c'est un personnage. Ma guitare aussi. D'ailleurs, ils ont tous un prénom. Oui. La guitare, elle s'appelle Amandine et mon piano s'appelle Mario. Bonne soirée alors. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, un petit extrait du concert où vous retrouverez Florence, mais aussi un duo, Olga et Ana Ilia Corazon, Clara, Laure Lavaille, Garance, notre Caroline et moi-même. Presque 30 ans d'écart, même pas peur. Il en fait voir de toutes les couleurs. Il a su profiter de ma grande expérience. Et moi je suis comblée. C'est ce qu'on appelle la chance. Si me abrazas fuerte, no me siento sola. Yo tengo la suerte de tenerte a vos. Yo te aseguro que se me olvida cómo olvidarte. Siempre te recuerdo para no extrañarte. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espina de lo profundo del corazón. En la noche sigo sanando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Escriba tu nombre en arena blanca con fondo azul. Cuando mira el cielo en la fonda cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde sube una alta loma. Mira el pasado, sabrá que no te olvidado. En vinaigrette, je te ferai rêver. Au congélo toxique oxydé, j'en veux du foin, je t'en ferai. En mayonnaise, je te ferai monter. Welcome to the internet. Curiosity, the people's trending passer. Here's an 9-year-old who died. We got movies and doctors and fans and sports. And eventual call of fancy drawing over the free high trying hard for fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your thoughts. You'll be the first human beings to show the world there's life outside the earth. The Greens don't like us, they want us to see the face. Would you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars. Je suis le magicien. Entre deux mondes, je danse. Il faut que tu retiennes, mais pas dans le silence. Je voudrais écrire une chanson pour toi. Une chanson sucrée, un délice enchanté, épicée à l'amour ou au poison du jour, une recette de fée pour hanter tes pensées. Et là, nous venons d'entendre un extrait d'une chanson composée par Fabienne, interprétée par Fabienne. Un peu sorcière, non? Un peu sorcière. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain.
ocean. We all come from the goddess, and to her we shall return like a drop of rain. Quelle est cette musique ? On entend là une musique un peu étrange pour introduire un sujet peut-être un peu étrange aussi, venu d'en haut. Un sujet pas si éloigné que ça des sorcières, j'ai nommé le féminin sacré. Alors qu'est-ce que c'est ? Le féminin sacré, c'est une formule reprise dans pas mal de livres, de revues, de contes sur les réseaux. Et cette formule, elle sous-entend une puissance raccrochée au féminin, une spiritualité plus au féminin. On parle aussi de déesse intérieure, d'énergie féminine, de cercle de femmes sacrées. Donc on se plonge ici dans l'univers du spirituel, qu'il soit religieux ou athée. Et la nature, elle joue un rôle central. Dans tous les courants qui prônent cette idée, la femme, elle posséderait une connexion particulière avec les forces de la nature, et le féminin sacré, il vise à en faire l'apprentissage ou le réapprentissage. Alors ce féminin sacré, il se nourrit de beaucoup de traditions. Ça part un peu sur tous les continents, dans toutes les époques. S'il fallait dater le début de cette idée de féminin sacré, on pourrait, c'est une proposition, se référer par exemple à la Wicca, qui est une religion inventée par le Britannique Gerald Gardner dans les années 50. Viennent ensuite les années 60, il y a le courant New Age, et tout ça, ça va drainer à rebours du consumérisme et des excès matérialistes critiqués, eh bien ça va drainer aussi une vague de féminin sacré. Quelle forme prend le féminin sacré ? Comment se vit-il ? Alors prenons peut-être exemple sur la Wicca, cette religion, qui a pioché dans un certain nombre de pratiques païennes européennes, à la fois le druidisme, la mythologie gréco-romaine, mais aussi nordique, et également dans le chamanisme. Et à ça, elle y a associé des éléments ésotériques. Donc c'est un vrai mélange. Donc le féminin sacré, et en particulier la mouvance wiccan, elle reconnaît la magie blanche, qui vise à prôner le vivant, et la magie verte, qui est liée à la nature. Et par exemple, pour la magie verte, pour la Wicca, tout dans la nature a une âme et peut interagir avec les humains. Et les femmes, ce sont des sorcières vertes qui peuvent guérir ou empoisonner grâce aux plantes et à des formules magiques. Et la magie, elle fonctionne avec l'intention. Il faut se concentrer, canaliser les énergies nécessaires et puis essayer d'éveiller l'esprit de la plante. Donc le féminin sacré, il a partie liée avec la nature, les plantes et tout ce qui en découle. L'aromathérapie, la naturopathie, la lithothérapie, c'est le soin par les pierres, par les cristaux, mais aussi avec la nature cosmique, avec le macro et le divinatoire. L'astrologie, la taromancie, ce sont également des pouvoirs attribués aux femmes et dont elles peuvent se saisir pour augmenter leur puissance selon le féminin sacré. La femme est une sorcière, une magicienne en puissance, qui a une connaissance de la nature. Elle peut se connecter à des entités de tout type. Et alors, pourquoi ? Eh oui, pour quelle raison ? Pourquoi peut-elle faire ça ? Alors, en lisant un peu sur le sujet, en écoutant des quelques émissions là-dessus, j'ai appris que cette spiritualisation du féminin, en fait, elle vient tenter, dans beaucoup de cas, de réparer des souffrances qui sont proprement féminines et que la science n'a pas soulagées. En effet, le pouvoir de la nature, il est invoqué pour cerner des douleurs physiques que seules les femmes connaissent. L'endométriose, par exemple, c'est une maladie qui apparaît pendant les règles et les symptômes sont très douloureux. Et un certain nombre de femmes, elles viennent à ces pratiques de féminin sacré, à ces rituels, parce qu'elles cherchent un remède. Les plantes, l'hypnose, la méditation, les prières à la lune, tout ça, ça fait partie d'un arsenal pour tenter de moins souffrir. Et c'est ce que promettent des praticiennes, des guérisseuses et des guérisseurs. Car, et c'est là qu'on ouvre le sujet de la médecine, la médecine, elle est investie par les hommes depuis des siècles et elle reste en retard sur les sujets qui sont féminins. Les femmes, par exemple, elles sont 2 fois plus sujettes aux effets secondaires que les hommes, car les essais cliniques, ils restent principalement faits sur des hommes. Il y en aura des exemples comme ça. Dans la même veine, l'accouchement naturel, il est également une pratique que certaines disciples du féminin sacré cherchent à promouvoir, qui semble être plus désirable pour certaines que l'accouchement moderne médicalisé. Et on sait qu'une grossesse, c'est parfois, et ça peut arriver, oui, une expérience jalonnée de violences gynécologiques et obstétricales bien réelles.
Enfin là, il y a une petite régression quand même. Ah oui, en tout cas, il y a des risques. J'ai lu un article dans une revue alternative sur l'accouchement naturel qui permet, nous dit-on, d'accéder à 6 états de conscience. Alors, je passe les 3 premiers. Le 4e, c'est un état méditatif, le silence des pensées. Et puis ensuite, il y a le 5e état, c'est une conscience cosmique où des phénomènes de régression et d'auto-EMDR vont permettre la recherche d'une information ontologique oubliée sur un trauma de notre histoire personnelle, transgénérationnelle ou collective. Oui, donc c'est un peu du blabla. Ben, en tout cas, ça promet beaucoup. Le sixième état de conscience, c'est le dernier en fait. C'est celui qui est lié à la grâce, à l'amour inconditionnel. Et je cite encore, le corps, il est ressenti comme plein et léger, souple, fluide, puissant, en résonance avec la puissance créatrice de l'amour, principe ontologique du féminin sacré. Donc, on promet gros chez certains et certaines avec le féminin sacré. En effet, et peut-être même n'importe quoi. C'est à voir. Alors, quel est le problème du féminin sacré ? Alors oui, il y a des problèmes de plusieurs ordres et il y a tout du moins sujet à débat. D'abord, un problème, on va l'appeler comme ça, quand même assez clair. Le féminin sacré, il fait des promesses thérapeutiques qui sont pas toujours au rendez-vous. C'est pratique, elle repose sur une relation au groupe, à des guides, et tout ça, ça peut dévier. Ça peut créer de l'emprise, des dépendances psychiques et économiques, tout à fait possibles. On a la MIVILUD, qui est cette mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires, qui signale les risques sectaires de ces groupes et ces mouvances spirituelles qui prônent le féminin sacré. Il y a des gens qui arrêtent leur traitement contre le cancer, qui donnent de l'argent pour des stages onéreux. Très onéreux, je crois. Oui, qui sont coupés de leur famille. Donc ça, c'est le problème majeur, celui d'une croyance qui intente à la santé physique et mentale des personnes, des femmes en l'occurrence. Et ensuite, qu'est-ce qui peut être remis en question avec cette croyance du féminin sacré ? Donc oui, en quoi cette vision qui place la femme à part, au-dessus, elle peut être enrichissante, renforçante ou alors fragilisante, enfermante ? On l'a vu, le féminin sacré, il renvoie à la femme qui se connecte à la nature par son corps. Revaloriser le corps féminin, c'est l'idée principale. Et notamment mettre en avant l'utérus, les cycles menstruels, affirmer que la force siège là-dedans. Et ça, c'est à double tranchant. L'argument du corps, en fait, c'est à double tranchant. Chercher la différenciation et prendre le corps comme critère. La femme, dans tous ces discours-là, dans certains discours du féminin sacré, elle est reconnue pour son corps reproducteur, procréateur. Alors oui, c'est vrai, la femme, elle accouche et elle donne la vie, bien sûr. Cependant, sacraliser la femme pour cela, c'est forcément mettre des limites, ça met en lumière une fonction, mais mécaniquement, ça laisse dans l'ombre le reste. Et à vouloir généraliser, ça laisse de côté celles qui ne rentrent pas dans la catégorie. Et ça peut donc contribuer à forger une image réductrice de la femme, la biologie, le corps. On essentialise la femme, elle est comme ça, elle appartient à la nature, elle enfante, c'est ce que la nature lui a donné de mieux à faire. Voilà, et invoquer le corps, la nature, les planètes, les ressentis, c'est aussi faire automatiquement appel à ce schéma de pensée binaire, le corps et l'esprit. C'est dire le corps, les émotions, c'est le domaine féminin et le raisonnement, l'esprit, par déduction, c'est le masculin. Bon, il faut nuancer, parce qu'en fait, l'opposition corps-esprit, micro-macro, inné-acquis, ce sont des oppositions qui ont régi des siècles durant les idéologies et les sciences. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la complexité est bien plus nette. Les neurosciences, la physique quantique, l'épigénétique, tout ça, ça casse les cadres de pensée. L'être humain, il perd beaucoup de sa place toute puissante et la puissance de la nature, la puissance des astres, ça nous échappe beaucoup et on le reconnaît aujourd'hui. Alors Starhawk, cette autoproclamée sorcière américaine qui est aussi une penseuse, qui a aussi une réflexion construite, elle déclare que la physique moderne, elle ne parle plus d'atomes séparés, isolés d'une matière morte, mais de vagues de flux d'énergie, de probabilités, de phénomènes qui changent quand on les observe. Et ça, c'est vrai. Et on peut se rendre compte que les intuitions de certaines disciples du féminin sacré, les états de conscience, les incidences de tels éléments du vivant, eh bien, ça peut converger avec les découvertes scientifiques qu'on a fait récemment ou qu'on continuera de faire dans le futur. Mais bon, j'insiste un peu, invoquer le corps, c'est risquer de laisser l'esprit sur le côté.
Il y a un argument qui est développé par Ilana Wiseman, qui est sociologue féministe, et elle dit, Ilana Wiseman, avec le féminin sacré, on retourne justement dans un monde extrêmement binaire, avec des assignations très claires au niveau du genre, là où le féminisme veut justement s'émanciper de la considération biologique du genre, notamment au niveau de la sexualité, de l'orientation sexuelle et de la parentalité. Le féminisme du féminin sacré est un faux féminisme qui fait le lit du patriarcat, car il est complètement aligné sur ce que le système attend de nous. On laissera chacune y réfléchir. Si on posait la question inverse, le féminin sacré, est-ce féministe? Est-ce un outil d'empowerment, d'empuissantement? Bien oui, on peut aussi le voir comme ça en fait. Le sujet n'est pas aussi noir ou blanc et on peut répondre positivement. Mona Chollet, elle nous dit que ça peut être un élément d'empowerment politique parce que ça critique aussi les systèmes d'oppression, donc un peu à l'inverse de ce que dit Ilana Wiseman. Voilà, elle rappelle, donc Mona Chollet, qu'il y a des groupes de femmes sorcières qui revendiquaient le féminin sacré et qui se sont positionnées pour revendiquer des idées sociales politiques. Toujours cette fameuse Starhawk, elle est tournée vers l'action depuis 30 ans. Elle est connue pour des manifestations altermondialistes. Elle a stoppé l'ouverture d'une centrale nucléaire dans les années 80. Et puis on a aussi vu d'autres personnes prendre la relève et se déguiser en sorcière et puis défiler pour s'opposer à Trump en 2017. Donc voilà, il y a vraiment, associé à la sorcière et au féminin sacré, il y a un discours politique et critique aussi. Donc le féminin sacré, il peut être politique et on peut à ce moment-là aussi le voir, le rebaptiser du côté de l'écoféminisme en fait. L'écoféminisme, c'est un courant féministe qui veut rappeler qu'on est une partie de la nature en fait. C'est faire un parallèle en fait entre les attaques qui sont faites à la nature et la domination masculine qui est exercée sur les femmes. En fait, l'écoféminisme, ça soutient qu'en fait les valeurs qui sont dites féminines, elles devraient se propager, se matérialiser pour contrebalancer les valeurs matérialistes, extractivistes qui dominent. Et là-dessus, on ne peut être que d'accord. Donc revendiquer le féminin, le placer au niveau de la nature, c'est aussi un discours qui peut devenir politique. Mais pour cela, il doit remettre en question le patriarcat, les systèmes de domination actuels. Est-ce qu'on ne peut pas le voir aussi comme un produit marketing, ce féminin sacré ? Eh bien, oui, tout à fait. Ça, la cosmétique et puis le marketing s'en est emparé. On le voit par exemple dans le vocabulaire. La cosmétique, elle emprunte au vocabulaire du religieux pour attirer les clientes et la sorcière est utilisée à ce compte-là. On voit par exemple une huile ensorcelante au super pouvoir. On parle de fiole et de principes actifs enchanteurs. Donc on parle de rites, on parle aussi de rites et de routines beauté, de prêtresses, de la beauté, de la mode. Donc le monde du business, il n'est pas en reste pour capter ses envies de spiritualité et d'ésotérisme et puis aussi raccrocher à lui le féminin sacré. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'on accentue toujours l'idée que le capital corporel et le capital beauté, il est naturellement du côté de la femme et ça, on peut le déplorer. Donc voilà, pour finir un peu sur ce sujet qui reste ouvert, ce qu'il faut rappeler, ce qui est clair à travers ce sujet-là, c'est qu'on est, nous tous et toutes, des êtres de croyance. On cherche la transcendance, on s'en remet à des choses invisibles, supérieures, mais il faut être consciente qu'on peut aussi s'exclure avec ces mots. Et justement, je finirai sur une note un peu sémantique, en fait, sur le terme sacré, qui est très intéressant à étudier. Faut-il s'attribuer la caractéristique de sacré, Fabienne Est-ce enviable d'être sacré Le sacré, étymologiquement, ça a à voir avec une zone, un cercle au-delà duquel on ne peut pas aller, qui fait frontière avec la violence. En fait, ce qui est sacré est intouchable, inviolable. Et ça a l'air enviable, en fait. Mais, il y a un mais. En fait, la violence, elle peut aussi être du côté du sacré. Il peut y avoir un déplacement. Et c'est ce que le philosophe et anthropologue René Girard a travaillé dans son œuvre. En fait, ce qui est sacré
peut être sacrifié. Le sacrifice, en fait, c'est le fait de rendre sacré. Donc, ce qui se trouve dans ce cercle sacré, c'est quelque chose d'élevé, d'intouchable, mais qui peut aussi être tué. Voilà, je sais pas vous, mais moi, j'hésite à ce qu'on me qualifie de sacré, tout comme être qualifiée de princesse, hein, parce que je trouve qu'une princesse, une reine, c'est quelqu'un qu'on assiste, qui fait surtout acte de représentation et qui n'est pas forcément dans l'action. Elle est voilà. Et voilà, il s'agit de peut-être pas dire trop vite que la femme est sacrée. Ou alors si on le dit, eh bien moi je dirais qu'on y intègre comme dirait Juppette l'homme. On va dire que la vie humaine, l'humanité, oui, elle est sacrée. Merci Caroline. J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Corona maubena, kubebene oranyini. Klebi maubena, kubebene oranyini. Kete dumina, neve oranyini, bababo. Alors tu seras mon apparition. Monte en moi cette sensation. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme, une âme. 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 Pour toutes les âmes de ma vie. Au-delà du sexe, d'un amour surex. Je voudrais du vrai, pas que la vérité. Mais toute cette tendresse comme une caresse. Une âme, une âme, une âme. 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 Pendu à un fil comme un funambule. Perdu dans la ville, on pleurait, on prie. C'était Une âme de M. Vous écoutez Radio Occitanie, l'émission Une pour toutes. Moi, je me suis intéressée au documentaire de France Culture qui s'appelle LSD, qui est consacré aux sorcières et qui est proposé par Céline Duchesnay. C'est un voyage au pays des sorcières qui est proposé en 4 épisodes avec l'intervention de nombreux spécialistes, archéologues, historiens, historiennes, très pointus et savants. Donc on va découvrir dans cette première partie la chasse aux sorcières qui durera 1 siècle, comme on a vu avec Caroline. Donc partout en Europe, avec l'Inquisition, les bûchers, les manuels des démonologues, et qui tua une 60aine de milliers de sorcières et quelques sorciers.
On a du mal à croire à la puissance de la superstition, des croyances populaires des contes, qui sont devenues alors des croyances dans le monde réel. Et la figure de la sorcière maléfique naît vraiment au XVe siècle. Des esprits volants dans les contes populaires, on est passé aux sorcières qui volent et qui commercent avec le diable. Et c'était surtout donc des vieilles femmes rurales, veuves, isolées, indépendantes, guérisseuses, sages-femmes ou non, qui étaient visées. Parfois, en effet, parce qu'elles avaient des dons divinatoires, mais parfois, une simple dénonciation anonyme suffisait à vous faire traduire devant un tribunal. Et là, commençait un procès à charge. Et sous la torture, comme on l'a vu avec Caroline, les femmes avouaient tout ce qu'on voulait leur faire avouer. Donc c'est une description abominable que ces tortures à la recherche de la marque du diable. Il y a aussi une lecture, toujours dans ce chapitre, dans cet premier épisode, d'une partie du procès de Michel Chaudron au XVIIe siècle, qui est la dernière sorcière suisse à avoir été jugée puis brûlée. Et l'on voit alors toute la mécanique de l'accusation. Des inquisiteurs savants qui manipulent une pauvre petite bonne femme, lavandière et veuve, et qui l'amènent à lui faire dire ce qu'ils veulent entendre. Le deuxième épisode est consacré à la sorcellerie, et Carlo Ginzburg, anthropologue et historien italien, qui a écrit Le Sabbat des sorcières, s'est demandé d'où venait la figure de la sorcière. Il a étudié de nombreux procès, et il en a fait une sorte de portrait en creux. Il montre comment le stéréotype négatif s'est imposé partout en Europe. Il a vu aussi que parmi toutes les victimes, il y avait aussi des femmes qui avaient des pouvoirs un peu chamaniques, ce commerce avec l'au-delà ou de l'invisible. Il relie donc la figure de la sorcière aussi au chamanisme des temps anciens, d'avant même le christianisme, d'avant l'écriture, car on retrouve partout en Europe, et même en Eurasie, les mêmes éléments dans les contes ou l'imaginaire collectif. Des esprits volants, nocturnes, des créatures qui se déploient la nuit, qui se transforment en animal, qui se livrent à des festins et des orgies, qui mangent des enfants. Et l'on voit que la chasse aux sorcières au XVIe et XVIIe siècle en Europe et en France a dû être aussi une façon de lutter contre le paganisme, l'animisme et imposer le christianisme, qui était la religion d'État. On s'aperçoit aussi que ces rites de sorcellerie, les envoûtements positifs ou négatifs, les actions de désorcellisation sont encore présents dans nos campagnes aujourd'hui, notamment en Bretagne. Le troisième épisode, qui m'a beaucoup intéressé, tourne aussi autour de la figure de la sorcière. Et on voit qu'il y a eu un premier retournement positif avec l'ouvrage de Jules Michelet au XIXe siècle qui s'appelle La sorcière. Puis on voit comment, depuis les années 70, la littérature et la pop culture s'en sont emparées et comment finalement la sorcière maintenant est devenue un vrai objet de fascination. La femme rebelle, la femme indépendante, la femme au pouvoir magique. Et le quatrième épisode de ce formidable documentaire explore donc l'écoféminisme et la nature aujourd'hui. Comment de nombreuses femmes se disent sorcières et pratiquent ou non un certain nombre de rituels dans et avec la nature. Elles font des voyages dans les autres mondes de façon métaphorique ou par des visions. Donc l'idée est de se réapproprier sa puissance, d'être féministe, indépendante et à la fois questionner le monde. Donc on retrouve plusieurs exemples de sorcières des temps modernes, dont l'américaine Star Hawk, dont tu as beaucoup parlé dans Le Féminin Sacré, qui se veut sorcière Wicca et qui mêle donc politique, écologie, anticapitalisme et rituels de chant et danse dans ses cercles. Donc il y a des mouvements féministes plus ou moins inclusifs qui se sont aussi emparés de la figure de la sorcière pour faire avancer la cause des femmes, comme les Witch Block Panam. Donc presque 4 heures de documentaire audio, mais vraiment super intéressant sur les sorcières, que vous pouvez retrouver sur France Culture en replay, dans le documentaire LSD. Et voici l'agenda culturel proposé par Jupette. Oui, alors bonjour tout le monde. Un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire cet été à Toulouse, car nous sommes nombreux à ne pas partir en vacances. Selon les chiffres de l'INSEE, 40% des Français ne partent pas en vacances. Et encore, ça ne compte pas, ça ne comptabilise pas ceux qui ne partent que 4 jours. Alors, dans notre ville rose, qu'est-ce qu'on peut faire ici et aux alentours pour quand même se sentir en vacances, se sentir partir un peu ailleurs, tout en restant chez soi. Alors on va commencer peut-être par l'actu culturelle.
Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire à Toulouse et autour de Toulouse cet été pour se cultiver un peu et se distraire? Donc tout d'abord, nous pourrons aller aux Cités de l'Espace pour les Nocturnes de la Cité. Il y aura des soirées sous les étoiles, vous pouvez réserver sur le site de la Cité. Ensuite, nous pourrons aussi aller au cinéma. Et une mention spéciale faite aux Toiles du Château, donc à Pinsaguel, qui projetteront tous les mercredis dans ce cadre enchanteur des films avec toutes sortes de food trucks qui pourront ravir vos papilles. Et puis, nous pourrons également aller au musée d'Auz, au musée du Trésor à Auz, avec une nouvelle exposition temporaire qui s'appelle La recherche de la cité antique. Et ça, ce sera jusqu'en septembre. Ensuite, nous pourrons suivre au village gaulois un week-end autour des Romains. Là aussi, toute l'information sur le site du village gaulois. En suivant, eh bien, peut-être pour la toute fin d'été, le Rose Festival, comme son nom l'indique, un festival pour tous et pour toutes joyeux du 29 août au 1er septembre. On peut également mentionner la Kermesse Festival pour petits et grands qui aura lieu à Blagnac le 14 août avec animation culturelle et festive. Bien sûr, à Toulouse aussi, le cinéma en plein air à la Cinémathèque avec son programme habituel, ses petites glaces et ses petits transats à partager à plusieurs qui donnent un petit air de vacances en plein centre-ville. Nous aurons encore à la Comédie de la Roseraie un autre spectacle, La guerre des sexes aura-t-elle lieu? Et pourquoi pas profiter de cet été-là pour découvrir ces petits lieux qui sont peu mis en avant le reste de l'année quand les grandes salles sont ouvertes. Et puis, il y aura quelques expositions et fêtes à la Halle de la Machine qu'il ne faut surtout pas manquer, avec un point d'orgue le 31 août avec Snow, Wind and Fire. Il y aura également tout l'été des concerts gratuits à consulter sur leur site. Et puis bien sûr, vous pouvez continuer à partir au Muséum de Toulouse où d'un programme spécial vous est concocté pour les vacances d'été. Et ne pas oublier, bien entendu, la 26e édition du festival 31 Notes d'été qui propose quelques concerts gratuits à Toulouse et aux alentours. Après ça, nous allons voir où on peut se baigner à Toulouse, se rafraîchir. Il y en a bien des endroits où on peut se rafraîchir à Toulouse. Pensons aussi, pourquoi pas, au lac de Rieume, au lac de Saverne, à Saint-Ferréol, bien sûr, un lieu merveilleux de promenade très fréquenté, mais qui offre un dépaysement assuré, sachant que quelquefois il y a beaucoup de vent. Et là, c'est très dépaysant, on a l'impression d'être ailleurs. Et puis à Toulouse encore, la base de sport et de loisirs de Sesquières, sans oublier cette merveilleuse plage de la Ramée qui est très bien aménagée, donc à Tournefeuille. Plutôt y aller de bonne heure le matin quand ça n'est pas très fréquenté. Donc l'été, bien sûr, c'est le moment de faire la fête. Et alors là, Toulouse et ses environs peuvent s'enorgueillir d'un développement de la guinguette. Alors, on connaît à l'intérieur de Toulouse les Halles de la Transition, une guinguette écologique et conviviale. On peut aussi aller à une guinguette en l'air, à côté du lac du Bocage. Et pourquoi pas un petit after-work au château de la Garrigue. La Pistoche également, avenue Saint-Didier à Blagnac. Et puis la guinguette citoyenne de Tournefeuille qui bat son plein en ce moment. Pourquoi pas, bien sûr, oublier l'éphémère guinguette à la Croix-Falgarde tenue par sa magnifique équipe de bénévoles avec un programme de concerts tout à fait passionnant. Un petit coin de paradis également inattendu dans les jardins de la Sépière, et oui, en plein centre. Et puis je pense que j'en oublie encore, mais vous pourrez retrouver toutes ces informations certainement sur le site du Toulousescope. On le voit donc, il y en a pour tous les budgets, tous les goûts, plus ou moins près, plus ou moins loin de Toulouse, ce qui permet donc le dépaysement sur place et pourquoi pas, si vous le pouvez, échanger votre appartement avec celui du copain, d'une copine pour changer d'air, faire votre déco.
Quant à la découverte des rues de Toulouse, si vous pouvez y aller le matin de bonne heure, à l'heure où d'habitude vous allez au travail, c'est une merveille. Il n'y a pas grand monde et on peut jeter un regard neuf sur tout ce qui nous entoure. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon rapide vous donneront l'envie de vous déplacer, vous réjouir de rester à Toulouse. Et pour tous les lieux que je n'ai pas mentionnés, vous pouvez bien sûr les retrouver sur les sites différents que j'ai mentionnés, dont je me suis moi-même inspirée. J'espère que ce petit tour au pays des sorcières vous aura intéressé. Vous retrouverez les informations sur les livres cités dans le Podcastix Radio Occitanie, une pour toutes. Après l'émission, suit un épisode de Héroïne ordinaire de plus de 50 ans autour de Agnès, ancienne professeure des écoles, animatrice d'ateliers d'écriture dans la mouvance de l'éducation populaire. Il n'y aura pas d'émission au mois d'août. On se retrouvera fin septembre. À bientôt. Adi Adi Schatz. Schatz. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Bonjour. Dans ce nouveau numéro des héroïnes ordinaires, je suis allée à la rencontre de Agnès, 68 ans, qui vit à Montpellier, qui a dédié sa vie à l'éducation et qui continue à le faire sous la forme d'ateliers d'écriture autour de la parentalité dans les mêmes écoles qu'elle fréquentait plus tôt en tant qu'enseignante ou formatrice. Rencontre avec une passionnée de l'éducation et de l'écriture qui a de jolies choses à dire sur la vie, l'éducation, les enfants et l'avancée en âge. Donc Agnès, quel âge avez-vous ? J'ai 68 ans et j'ai eu la chance de fêter mon anniversaire cette année, à la fin du mois de septembre, à l'île de Ouessant. C'est pour moi une aventure assez extraordinaire. Waouh. Quel est votre parcours de vie, professionnel, personnel? Enfin, donnez-moi quelques étapes de votre vie. Alors, je suis née en région parisienne et j'ai passé les 25 premières années donc dans cette région parisienne où j'ai suivi une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Puis, je suis entrée à l'école normale d'institutrice de Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines. J'ai enseigné quelques années et j'ai ensuite traversé la France pour vivre avec mon mari. Donc depuis 43 ans, j'habite maintenant avec lui donc à Montpellier et j'ai continué, donc j'ai enseigné essentiellement en école maternelle dans différents villages de l'Hérault. Et puis, autour de la cinquantaine, j'ai passé un examen pour devenir maître formateur, c'est-à-dire pour accompagner les jeunes enseignants, les futurs enseignants dans leur formation. Et à ce moment-là, j'ai obtenu un poste dans une école d'application dans un quartier très populaire de Montpellier et j'y ai enseigné avec énormément de bonheur. J'ai pris ma retraite de l'éducation nationale pour poursuivre et reprendre une autre formation à Montpellier aussi, un diplôme universitaire d'animateur d'atelier d'écriture. Et je sentais que je ne pouvais pas mener de front, continuer la classe, me former. Il me fallait faire un choix. Donc, j'ai pris ma retraite professionnelle à ce moment-là pour aller me former avec un peu en arrière-plan un pari avec une des mères d'un enfant que j'avais dans ma classe, une mère d'origine maghrébine, de venir animer un atelier d'écriture dans ce quartier populaire de la Paillade. Et j'ai dit, top là, je pars me former et puis je vois comment est-ce qu'on essaie de construire cet atelier. Et cet atelier existe maintenant depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous avez eu des enfants aussi, en fait? Oui, nous avons 3 enfants qui sont tous partis de la maison juste après leur bac. Et c'est vrai que ça a été un moment un peu délicat pour moi de sentir la maison se vider après
une vingtaine d'années de grande vie effervescente avec tout ce que ce à quoi ça peut correspondre. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai passé cet examen pour devenir maître formateur. Donc je me suis relancée dans un projet professionnel pour surmonter ce moment qui a été un peu délicat à vivre. Qu'est-ce que vous avez aimé justement dans votre activité professionnelle, dans l'enseignement? Alors, j'ai beaucoup aimé travailler avec les enfants, avec leur énergie, avec leur créativité. Comme je vous disais, j'ai essentiellement enseigné en école maternelle. Donc, pour moi, il y avait certes les instructions officielles auxquelles je devais me rattacher, mais je sentais que j'avais une grande liberté pour pouvoir y parvenir. Et voilà, j'ai aimé développer cette capacité de créativité avec eux, d'aller en même temps parfois mettre, par exemple, un grand sac poubelle percé à la tête et puis au bras pour aller peindre sous le préau à la Pollock. Enfin bon, voilà, j'ai aimé ces expériences, cette dynamique-là avec les enfants qui tirent vers le haut. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et de plus, à l'école maternelle, les parents sont autorisés, je dirais même invités. Et moi, j'encourageais à ce que les parents aient toute leur part dans l'instruction, puisque c'était notre rôle de leurs enfants, mais ils étaient complètement partie prenante et les parents rentraient dans l'école et dans ma classe. Ça, j'ai beaucoup aimé ce travail que l'on appelle maintenant une alliance éducative autour de l'enfant, mais avec les parents. Super. Quels obstacles dans votre vie avez-vous rencontrés ou pas? Même par exemple, est-ce que vos expériences un petit peu qui sortaient de l'ordinaire, est-ce qu'elles ont été acceptées par vos collègues ou par l'institution? Alors, ça n'a pas toujours été facile, ça c'est sûr. Et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, c'est vrai que les questions, alors pas tant les questions institutionnelles, mais les questions relationnelles avec la hiérarchie, même au niveau de l'école ou avec d'autres personnes de l'école, ne m'ont pas toujours été faciles à vivre. Bon, j'ai dû surmonter puisque j'y suis restée. Je veux dire, par rapport au travail que je pouvais faire avec les enfants et aussi avec le soutien des parents et d'autres collègues. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile au sein de l'équipe d'enseignantes. D'accord. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? Alors, le mot fier est un mot qui m'est difficile à utiliser. Donc, je le traduirais avec je suis contente de. Je suis contente de ce que nos 3 enfants ont pu, la façon dont ils ont pu se lancer dans leur vie à la fois professionnelle et personnelle et créer aussi enfin également une vie de famille. Donc ça, j'en suis vraiment très heureuse. Je suis très heureuse aussi de revoir certains parents ou certains enfants qui maintenant ont bien grandi et qui sont bien plus grands que moi et qui évoquent des moments passés dans la classe à l'école. Ça, j'en suis contente. Et puis dans mon activité actuelle, je suis très contente de voir sourire des personnes, donc dans des ateliers d'écriture. Mais peut-être que je vais vous en parler un petit peu. Oui, on va en parler après. Oui. Mais voilà, je suis fière je suis contente de sentir que quelque chose se passe chez la personne, quelque chose qui est fort en elle. D'accord. Voilà, et que l'écriture a permis de faire apparaître ou de faire naître chez elle. Exactement. Justement, on va parler de ces ateliers d'écriture, maintenant que vous animez depuis quelques années déjà maintenant. Oui, donc ça fait à peu près une douzaine d'années maintenant que je suis rentrée en formation
Et puis que j'ai animé parallèlement pendant cette année de formation, et depuis au sein d'une association qui s'appelle les Sentiers d'écriture, une association que nous avons créée avec plusieurs amis en 2010. D'accord. Donc, ça s'adresse à tout public ou à certains publics? Pardon, ces ateliers d'écriture s'adressent aux adultes essentiellement, soit dans le cadre des maisons pour tous de la ville de Montpellier, soit dans un cadre que l'on a inventé par le biais d'une rencontre amicale faite pendant un cours de yoga. Et ce sont des ateliers d'écriture donc qui sont toujours animés par deux personnes et que j'anime donc souvent avec une autre personne dans le quartier dans lequel j'ai enseigné, donc à la Paillade. Et ce sont des ateliers d'écriture qui ont lieu aussi dans les écoles, là essentiellement dans des écoles maternelles qui sont dans le cadre d'un réseau d'éducation prioritaire. Et ce sont des ateliers d'écriture qui sont proposés aux parents, aux enseignants, à l'école, dans le cadre scolaire, pendant que les enfants sont pris en charge par d'autres enseignants qui D'accord. dans le cadre de ce réseau prioritaire, permettent de venir remplacer les enseignants titulaires et donc dégagent du temps aux enseignants pour participer à ces ateliers. C'est chouette. C'est dans quel but en fait? C'est pour comment dire? C'est pour leur permettre de libérer une parole, aussi, d'explorer des nouveaux champs par rapport à ce public-là. Alors, par rapport à ce public-là, qui est un public qui peut ne pas parler le français de façon facile, qui peut ne pas le lire ni l'écrire, mais c'est dans un premier temps un atelier de rencontre dont on va laisser une trace par l'écriture. D'accord. Alors, l'objectif de ces ateliers, c'est de toujours, dans le grand terme un petit peu employé, c'est un accompagnement à la parentalité. C'est dans ce cadre-là que ces ateliers se situent. Ce sont des ateliers qui vont permettre de faire se rencontrer dans un autre type de relation les enseignants ou la directrice de l'école et les parents, pour ensuite permettre aux parents de sentir qu'ils ont leur place à l'école et qu'ils ont leur place dans l'accompagnement de leurs enfants, dans leur scolarité. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez justement dans cette pratique d'atelier d'écriture que vous donnez? Alors, ça, j'aime énormément. Je reviens à l'école, je reviens essentiellement à la maternelle et j'aime beaucoup ce lien avec les parents. Et là, on est vraiment, nous sommes essentiellement toutes, et ce sont essentiellement les mères qui sont là, mais donc nous sommes toutes autour d'une même table. Et la directrice, les parents sont les parents et nous, les animatrices, nous sommes là en tant qu'animatrices, mais en premier lieu, nous sommes là en tant que personnes et l'atelier va se vivre de personne à personne et faire se rencontrer chaque participante autrement que dans un rôle, on va dire, plus hiérarchisé. Et j'aime beaucoup. Et alors peut-être pour prolonger, ce que je veux dire, c'est que les thèmes des ateliers sont choisis par les équipes enseignantes. Et donc ça va être donc autour de l'enfant, parfois autour des questions que se posent les parents. Et nous sommes toutes concernées par ces questions-là, que ce soit par exemple la question de la lecture d'albums aux enfants, que ce soit autour des langues, des bilinguismes ou des multilinguismes et le rapport aux langues que l'on peut avoir, qui est souvent vécu comme négatif pour les personnes. Et c'est écouter cette parole et à chaque fois les valoriser parce que ça a énormément de sens. Voilà.
sur les jeux, sur aussi la question est-ce qu'on élève de la même façon les filles et les garçons? Enfin, vous voyez, bon, c'est parfois aussi des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder, mais voilà, j'allais dire, nous essayons dans notre préparation d'être là aussi un peu créatifs pour faciliter ces paroles et que chaque personne se sente bien et bon, dans le respect absolu et dans l'absence de jugement absolu. Bien sûr. Donc finalement, c'est pas vraiment de l'écriture créative, c'est plus tourné vers l'éducation. Alors là, dans les écoles, oui. Oui, Hein. d'accord. Mais alors dans les ateliers dans les maisons pour tous, ce sont des ateliers réguliers. Donc il y a 10 ateliers dans l'année et c'est le même groupe qui participe à l'ensemble de ces séances sur l'année. D'accord. J'ai choisi d'orienter les ateliers d'écriture que j'anime sur ce qu'on pourrait appeler des écritures du quotidien, c'est-à-dire choisir comme thème ce qui peut nous apparaître d'une grande banalité, de quelque chose d'extrêmement ordinaire, mais par le temps que l'on va passer à se évoquer des souvenirs ou à chercher le sens qu'il y a au travers de ces thèmes-là, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui est absolument différent pour chaque personne. Et c'est cette singularité de la parole dans l'écriture qui crée une richesse et une ouverture infinie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres activités en tant que retraité que vous pratiquez, que vous aimez faire dans votre semaine? Tout à fait. Alors, je pratique l'activité du longe-côte, c'est la marche aquatique, c'est-à-dire aller marcher dans le cadre d'un club toutes les semaines dans l'eau, quel que soit le temps, sauf si les vagues sont trop hautes. Donc ça, j'aime beaucoup randonner. J'ai repris la pratique de l'accordéon diatonique et j'aime cet instrument pour le côté aussi chaleureux qu'il peut créer dans le cadre d'un groupe. J'aime lire, j'aime écrire. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez publié, je me suis posé la question aussi, puisque vous aimez écrire, est-ce que vous-même écrivez aussi des choses Alors, en vue d'une publication? Alors, j'écris, certes. J'ai écrit un livre il y a 2 ou 3 ans que j'ai fait imprimer, mais à titre personnel. Et c'était un livre, un témoignage de mon expérience d'enseignante, mon parcours de vie en tant qu'enseignante, que j'ai intitulé De la peinture sur les doigts. Et c'était pour moi un souhait aussi de transmettre ce partage de vie, dans un premier temps destiné à nos enfants, puisque c'est vrai que j'ai vraiment eu la sensation de les entraîner dans cette vie professionnelle et qu'ils ont vécu des reconnaissances de randonnée, que j'ai faites ensuite avec les petits-enfants de ma classe. Enfin, voilà, nos enfants ont été très partie prenante de nos 2 métiers et pour moi, c'était important de pouvoir leur dire un petit peu l'envers aussi de l'envers de ce métier, ce que j'y ai vraiment vécu avec là aussi les questions que je me suis posées. Enfin voilà, c'est important. Autrement, j'ai plein de petits carnets que je peux fabriquer, voilà, avec c'est joli. Texte et puis photos, par exemple. Mais pour le moment, voilà, c'est très personnel. Je ne publie pas et je ne suis pas passée à ce stade-là. Comme c'était un podcast un peu sur la vieillesse, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Donc, comment
comment avez-vous vécu la ménopause? Eh ben, il se trouve que j'ai été ménopausée à 55 ans et je n'ai pas eu de problème physique particulier. Et j'ai traversé cette période-là sans problème parce que j'étais vraiment prise dans d'autres projets. Comment vivez-vous le fait de vieillir? Alors, vieillir, alors certes, Ou avancer en âge? avancer en âge, exactement. C'est plus ça, parce que à la fois, bon, bah, vieillir, effectivement, ça a des effets sur mon physique, ça c'est sûr. Mais j'ai été surprise la première fois qu'on m'a proposé, qu'on m'a cédé la place dans le bus. Donc là, voilà, là, je me suis dit, bah oui, ben voilà, maintenant il faut que j'assume le fait d'avancer en âge. Et pour moi, avancer en âge, je le vis comme une richesse. J'ai eu l'impression, bon, d'avoir une vie professionnelle très, très dense, une vie familiale très dense. Et j'avance dans une forme de continuité dans les projets, mais ça se présente de façon maintenant complètement différente. C'est-à-dire que à la fois renouer la richesse de ma vie de couple, maintenant qu'on est tous les deux, et continuer à avoir des projets, ça c'est pour moi extrêmement important. Donc j'en ai parlé avec vous. Et pour moi, cette période d'avancée en âge, alors il y a à la fois une forme que l'expérience donne, c'est-à-dire je ne vais plus forcément me buter aux mêmes choses. Donc il y a une réflexion, une prise de hauteur peut-être, ou une mise à distance peut-être de certaines situations qui me permettent d'avancer, je l'espère, avec plus de sérénité. Mais c'est pour moi une période, parce que je n'ai pas de soucis de santé pour le moment, donc c'est pour moi une période extrêmement féconde. Et pour moi, j'aimerais vraiment peut-être insister sur voilà, avancer en âge, mais d'une façon créative et féconde. C'est une autre forme voilà, c'est d'une autre façon, mais c'est extrêmement, Mais ouais. extrêmement riche. Oui. Est-ce que vous êtes grand-mère et est-ce que c'est important pour vous? Alors, je suis grand-mère et c'est très important pour moi. Dans cette expérience-là, quand notre fils nous a annoncé qu'avec sa femme, voilà, ils allaient avoir un enfant, je me suis sentie grand-mère dans la seconde qui a suivi. Mais ce petit être a traversé le printemps à une vitesse éclair, une petite hirondelle qui n'a pas pu vivre. Et pour moi, ça a été, enfin, là, je parle de moi, pour moi, c'était une expérience extrêmement douloureuse. Donc, je dis toujours aux personnes à qui je peux le dire, j'ai 5 petits-enfants que je peux serrer dans mes bras, mais j'en ai 6 dans le cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous que vous aimeriez transmettre? Alors, ce que j'aimerais transmettre, c'est, alors, pas forcément l'expérience ne se transmet pas forcément, mais le lien avec ceux qui nous ont précédés, la richesse de leur vie qui fait qu'on est là aujourd'hui, une reprise de flambeau depuis la place qui est la mienne. Et j'aimerais transmettre la dynamique de la vie, les difficultés que l'on peut ressentir, mais aussi la façon dont on peut s'en sortir. Et j'aimerais leur transmettre la beauté du monde, la beauté de la création, la richesse des rencontres, l'ouverture, la curiosité. Donc, quand vous dites ça, quand vous dites l'heure, vous pensez à vos